News FM sur le 101.2 à Grenoble et sur radio-newsfm.com. Bonjour, monsieur Attali. Bonjour. Vous êtes auteur de plus de 80 livres, vous avez fondé Action contre la faim, vous avez conseillé plusieurs présidents de la République. Ce n'est bien évidemment qu'une petite portion de votre vie que j'ai exposée ici. Mais est-ce que vous pourriez présenter une brève explication de ce que vous êtes ? Non, je peux pas. Vous l'avez fait, le reste, ça prendrait des heures, donc passons à vos questions. Très bien. Alors nous voulions, monsieur Attali, aborder avec vous 3 thèmes, brièvement, vu que je sais que vous avez peu de temps. Nous voulions aborder premièrement un thème politique, ainsi que le thème de la jeunesse, et un petit peu revenir sur vous, sur votre jeunesse, etc., etc. Alors Max, je te laisse traiter la partie politique. Alors ma première question, je me la pose depuis un moment, est-ce que vous vous considérez comme un homme de gauche, monsieur Attali ? Oui, bien sûr, depuis toujours, depuis ma jeunesse, et je n'ai jamais cessé de l'être. Toute mon action s'inscrit dans cette vision du monde, c'est-à-dire une priorité pour la justice et le progrès, pour l'égalité des chances, et pour une vision aussi universaliste, mondiale et tolérante que possible. Très bien. Est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu Emmanuel Macron en 2017 ? Je pense qu'à cette époque, il n'y avait personne d'autre qui pouvait représenter la République aussi bien qu'il l'a fait à ce moment-là. Est-ce que vous avez réitéré ce choix en 2022 ? Oui, j'ai voté pour lui, là encore, parce que je pensais qu'il était le mieux placé pour battre Marine Le Pen. D'accord. Alors dans votre livre Le monde mode d'emploi que j'ai lu, vous accusez souvent les hommes d'oppresser femmes et enfants. Est-ce que vous vous considérez comme féministe ? J'ai horreur des étiquettes. Je trouve que on ne peut pas se réduire à je suis de gauche, je suis féministe, je suis amoureux de foot ou je préfère Schumann à Michael Jackson. C'est absurde. On est tout à la fois. Bien sûr, je suis pour la lutte contre les injustices, contre les maltraitances des femmes, sous toutes les formes. Mais il y a tellement de formes de féminisme divers que je ne veux pas me définir comme féministe. C'est une des dimensions de la vie que de défendre les femmes contre toutes les injustices qu'elles subissent. D'accord. Merci. Donc dans votre livre, dans ce même livre, un passage m'a fait légèrement tiquer. Je vais vous le relire. Alors, certains en ont déduit que la propriété collective et la répartition arbitraire des biens privés et publics par l'État serait une plus juste et plus efficace méthode de répartition des biens. L'histoire la plus ancienne comme les expériences les plus récentes ont montré cependant que ce système est encore moins juste et moins efficace que le marché. Alors ce passage il pointe notamment du doigt les expériences socialistes à travers le monde en les qualifiant d'injustes et inéquitables. Mais à mon avis, tous les systèmes prétendument socialistes qui ont vu le jour à travers l'histoire ont pour point commun qu'ils sont très éloignés de ce qu'ils représentent. Et à mon sens, aucun système socialiste ou communiste n'a vraiment jamais existé. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous pointez également du doigt le fait que l'URSS n'était pas vraiment communiste. Peut-on donc vraiment affirmer que le communisme ou le socialisme ne serait pas une solution juste ou équitable en se basant sur des expériences qui n'ont pas abouti ? Voulez-vous relire le texte que vous avez cité ? D'accord. Certains en ont déduit que la propriété collective et la répartition arbitraire des biens privés et publics par l'État serait une plus juste et plus efficace méthode de répartition des biens. L'histoire la plus ancienne comme les expériences les plus récentes ont montré cependant que le système est encore moins juste et moins efficace que le marché. Voilà, c'est ce que la réponse est dans votre question. C'est l'histoire qui le montre. Ça ne préjuge pas que dans l'avenir, on pourra avoir un autre système qui soit meilleur. Mais si on regarde les expériences du passé, les modes de répartition collective des biens privés, je dis bien des biens privés, pas des biens publics, les modes de répartition collective des biens privés ont tout échoué. D'accord. Maintenant, parlons un petit peu de la jeunesse. Je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur parce que c'est l'avenir. Et dans votre livre, dans le livre Histoire et avenir de l'éducation, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, vous parlez du concept de classe hybride, où le professeur n'est plus l'élément central pyramidal de la classe. Néanmoins, on sait que parfois l'enseignement est difficile dans certains secteurs, dans certains quartiers, du fait du non-respect de ses enseignants. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible, à l'avenir, d'appliquer ce concept de classe hybride dans l'ensemble des collèges et des lycées de France ? Oui, d'abord, c'est un concept que je crois qui va s'appliquer dans le monde entier. Il s'applique déjà en Finlande et il commence à s'appliquer dans d'autres pays. C'est une idée très banale. C'est l'idée que
la transmission du savoir ne se fait pas que d'un maître à un élève. Elle se fait par la famille, elle se fait par les réseaux sociaux, elle se fait par les copains, elle se fait par le périscolaire, elle se fait par le foot, elle se fait à la cantine, l'école n'étant qu'une petite partie. Et l'enseignement pyramidal d'un maître à des élèves n'est qu'une des dimensions. C'est toujours un peu la même réponse aux questions précédentes. Il ne faut pas faire des catégories où on n'a qu'une chose, on peut avoir les deux à la fois. Une classe hybride, c'est une classe où il y a à la fois un maître qui enseigne, mais en même temps des moments dans lesquels l'enseignement se fait à la maison, ou par les pairs, PAIRS. Je crois que c'est un système qui va se généraliser, tout simplement parce que l'idée d'une société purement hiérarchique ne fonctionne pas. Alors dire que dans les quartiers politiques de la ville, puisque c'est ça dont vous parlez, me semble-t-il, ça sera plus difficile parce que dans ces quartiers, il y a besoin de plus de discipline que dans les autres. Je ne crois pas que ça soit vrai. Je crois que, au contraire, dans ces quartiers, on trouve souvent des gens beaucoup plus déterminés à prendre des initiatives, ayant envie de réussir et qui sont tout à fait adaptés à ce genre de pédagogie. Et justement, comment allier augmentation de la population et qualité d'éducation? Parce que même si on adopte ce concept de classe hybride, avec des projections à plus de 10 milliards dans quelques dizaines d'années, est-ce que ça sera possible tout de même de garder une qualité d'éducation, même si ça se fait en même temps à la fois dans les familles, en même temps avec les enseignants? Dans ce livre, j'explique qu'il y a deux mondes de ce point de vue qui vont apparaître. Il y a le monde vieillissant et le monde qui rajeunit. Oui. Les pays développés sont un monde, mis à part les États-Unis, un monde vieillissant. Dans le monde vieillissant, c'est relativement plus facile parce qu'il y a moins d'enfants. Donc, ce sera démographiquement moins difficile ou plus facile d'avoir des classes qui font beaucoup de choses. D'autant plus que dans la classe hybride, comme vous l'avez noté, on a besoin de moins de profs, puisque par définition, l'enseignement ne se fait pas que à l'école. La vraie difficulté, ce sera dans les pays développés, ou disons vieillissants, d'avoir des profs mieux formés, mieux payés, en particulier en France, où les profs sont extrêmement mal payés, comparaison par exemple à l'Allemagne ou à la Finlande. Et dans les pays jeunes, en train de se rajeunir, c'est là où la difficulté est très grande, parce qu'en effet, c'est là où l'augmentation de la population va rendre extrêmement urgent la formation de plus de maîtres. Et c'est là sans doute où l'usage des technologies de l'enseignement à distance va devenir très important. Mais on n'arrivera sûrement pas à disposer pour les 7 milliards d'habitants des pays en développement de tous les maîtres nécessaires. Il faudra sûrement employer des technologies nouvelles d'enseignement numérique. Et c'est-à-dire qu'il va falloir aussi développer Internet là-bas, parce que l'enseignement à distance, là-bas, il faut déjà qu'il y ait des ordinateurs, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui est très difficile dans certains pays. Et il faudra aussi une connexion Internet quand même en effet. correcte. Vous avez tout à fait raison. Ça sera sans doute moins difficile et moins coûteux d'avoir des connexions Internet générales et un certain nombre de professeurs pour encadrer les élèves qui étudieront comme ça, que d'espérer avoir dans les 20 ans qui viennent les dizaines de millions d'enseignants qui vont manquer. Quelle est selon vous la plus grande qualité de la jeunesse dans le monde, ou plus particulièrement en France? Je sais que vous préférez qu'on parle du monde dans sa globalité. Donc quelle est la plus grande qualité selon vous des jeunes? Qu'il faudrait avoir ou qu'ils ont? Qu'ils ont. Ça dépend qui. il y a autant, là encore, on ne peut pas généraliser. Je dirais que la plus grande qualité qu'il faut avoir, c'est la niaque. C'est l'envie d'apprendre, l'envie de faire, la curiosité. C'est la ténacité, c'est ne pas renoncer quand on a un effort à faire. C'est d'avoir envie de réussir. Je ne suis pas sûr que ce soit la qualité la plus répandue, mais en tout cas, c'est la qualité la plus essentielle. C'est beaucoup plus important que le quotient intellectuel ou que toute autre forme de choses. Parce que le quotient intellectuel n'existe pas. Ce qui existe, c'est des compétences acquises. C'est comme pour le sport. Ça exige beaucoup de travail et on peut toujours s'améliorer. La niaque est une source d'énergie qui permet de se développer et d'atteindre des niveaux qu'on ne pouvait pas soupçonner. Donc pour moi, c'est la qualité la plus importante. Est-ce que la jeunesse française là encore, on ne peut pas généraliser. Vous avez des jeunes
défavorisés qui ont une énergie extraordinaire, vous avez des jeunes favorisés qui sont des paresseux, et réciproquement. Donc tout est possible. Et quelle est, mais justement, là on a parlé de la qualité que certains ont et qu'elle devrait se généraliser. Et quel est le plus grand défaut qu'ont les jeunes aujourd'hui? Là encore, je ne veux pas généraliser, ça dépend qui, je ne sais pas quel défaut vous reconnaissez à vous-même. Je dirais que le plus important, c'est d'être lucide et d'avoir conscience de ce qu'on est, de ses propres faiblesses. Peut-être que le plus grand défaut, c'est se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même. Croire qu'on a des qualités, des potentialités qu'on n'a pas et de ne pas travailler. Mais je ne veux pas généraliser parce que chaque jeune est différent. Et vous parlez beaucoup dans votre nouveau livre qui est paru chez Flammarion, Bienheureux soit notre monde. Vous parlez beaucoup des jeux vidéo. Et vous, que pensez-vous des jeux vidéo par exemple? Parce que je sais qu'il y a de nombreux jeux vidéo qui sont totalement différents. Je pense à des jeux qui peuvent avoir une vraie dimension intellectuelle, mais il y a aussi des jeux comme GTA, Minecraft qui sont peut-être un petit peu moins... qui ont moins d'intérêt. Quel est votre avis sur les jeux vidéo? Je considère que c'est un art, c'est une technologie qui a un potentiel absolument gigantesque. Un potentiel artistique, un potentiel éducatif extraordinaire. Mais aussi, et on le constate malheureusement trop, c'est un potentiel abrutissant qui encourage les plus mauvais instincts, la compétition, le goût du meurtre, la violence, de toutes les façons, et qu'on ne me dise pas que tuer des gens sur Internet permet de substituer le désir de les tuer en vrai. C'est pas démontré du tout, c'est pas vrai, il n'y a pas de substitution de ce genre. Donc, quand je vois qu'il y a, à l'heure où nous parlons, quelle que soit l'heure du jour, entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes qui sont en train de jouer aux jeux vidéo, je m'inquiète. Quand je vois qu'au Canada, déjà, les jeunes passent plus de temps sur les jeux vidéo qu'à l'école, je m'inquiète. D'autant plus que, comme vous le disiez vous-même, ce ne sont pas les jeux les plus formateurs qui sont les plus utilisés. Ce sont souvent les jeux les plus violents ou les plus destructeurs. Alors qu'en effet, il y a des jeux formidables, des jeux éducatifs, mais il n'y a pas le genre de jeu dont je parle dans mon livre, c'est-à-dire un jeu qui aiderait à prendre conscience des enjeux du monde et à le transformer. Si je peux me permettre juste une remarque, on a analysé chez les joueurs, même de jeux qui sont violents, un développement de la matière grise chez ces joueurs et une amélioration des réflexes. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'études sérieuses qui prouvent que les jeux vidéo rendent particulièrement violents. Ou est-ce que sinon vous en avez une qui... Non, il n'y a pas d'études qui montrent ça, mais il n'y a pas d'études qui démontrent le contraire non plus, puisque beaucoup de partisans des jeux vidéo prétendent que les jeux vidéo constituent une façon d'écluser en quelque sorte l'instinct de violence et qui permet d'éviter d'être plus violent. Mais il n'empêche, quand vous jouez aux vidéos, vous ne lisez pas un livre, vous ne faites pas de la musique, vous n'êtes pas en train de peindre. Vous êtes en train de jouer aux jeux vidéo et vous perdez tout le reste. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer aux jeux vidéo, mais je dis que le fait d'y passer une part de son temps extrême en ce moment, et plus encore qui nous menace, ça fait disparaître des dimensions extrêmes de la culture, et en particulier la culture créative. Alors, si les jeux vidéo étaient ce qu'ils ne sont pas, et à ma connaissance, il n'en existe pas, mais je serais ravi qu'ils en existent, des jeux qui incitent à la créativité, qui permettent à quelqu'un de créer, de devenir un artiste, ça je serais pour. Je peux vous en citer un. Caïs, tu l'as très mal cité à mon avis. Minecraft, qui est un jeu qui stimule énormément la créativité, où des joueurs construisent des mondes entiers, des univers gigantesques. J'ai moi-même été un adepte de Minecraft pendant de longues années, même si maintenant je ne trouve plus vraiment le temps d'y jouer. C'est vraiment un espace où on peut développer sa créativité qui est absolument phénoménal. Je le cite dans le livre, c'est en effet un des jeux les moins inintéressants, mais combien de livres n'avez-vous pas lus en jouant à Minecraft? Ah, je pense que je suis un grand lecteur. Tant mieux. Ma question, c'était combien de livres n'avez-vous pas lus parce que vous jouiez à Minecraft? Je sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Autre chose qui appartient aussi à notre époque, les réseaux sociaux.
est-ce que vous pensez qu'ils sont bénéfiques ou un réel danger pour les adolescents? Parce que C'est comme tout, je pense que c'est une question de mesure. On ne peut pas priver un jeune, en tout cas au-delà, à partir de 10, 12 ans, 13 ans, de l'accès au Internet. Ça n'a pas de sens. C'est un lieu de curiosité, c'est un lieu d'interdépendance malgré tout. Beaucoup d'études démontrent que l'usage excessif des réseaux sociaux peut être un désastre pour le développement du cerveau, que ça conduit les jeunes à avoir accès à des informations qui ne sont pas de leur âge et qui sont extrêmement dommageables. Quand on a accès à toutes les vidéos de meurtres, de fanatisme religieux, de viols à l'âge de 5 ans ou de 10 ans, c'est très mauvais pour le développement personnel. ça, c'est sûr. Et donc ça se trouve dans les réseaux sociaux. Donc c'est comme tout, c'est une question de mesure et de contrôle. Et c'est pas un hasard si les Chinois qui nous noient de TikTok ont interdit TikTok à leur propre jeunesse, ou en tout cas on en limité l'accès, pas totalement interdit. Ah oui, c'est sûr. Et si les grands patrons américains du numérique disent haut et fort que leurs enfants n'ont pas droit aux réseaux sociaux. C'est sûr, parce que je sais pas si par curiosité, même si c'est une perte de temps évidente, vous êtes déjà allé sur TikTok, un TikTok disons classique. Des fois, les tendances qui apparaissent sur ces réseaux sociaux sont absolument sans intérêt. J'ai été sur TikTok, je me suis inscrit, et au bout de 48 heures, j'ai trouvé ça terrifiant, et je me suis désinscrit. Parce qu'à la fois, je trouvais ça effrayant, mais en même temps très addictif. Et même moi, ça me donnait envie d'y aller, donc je me suis désabonné. Mais par contre, prenez une application comme, il y en a beaucoup, hein, j'en cite une, comme Revise. Revise, c'est une application pour des jeunes gens de votre âge. C'est une application où des jeunes de votre âge mettent des vidéos de 3 minutes pour démontrer un théorème. Ah, trop bien. Et ils ont couvert, comme ça, tout le programme de seconde, première, terminale, je crois qu'ils sont en train d'aller jusqu'à la 6e, où ce sont des élèves qui enseignent leur père, PAIRS, parce qu'on pense, à mon avis à juste titre, qu'un jeune peut mieux expliquer à un jeune de son âge quelque chose qu'un prof. Et donc, c'est ainsi, je crois que on voit qu'on peut avoir de très bons usages des réseaux sociaux par ce genre de méthode. Mais il y en a beaucoup d'autres. C'est sûr. Mais après, comment inciter les jeunes à y aller? Parce que quand nous sommes pris dans cette boucle infernale, et je dis bien infernale parce que tout le monde en a été victime, même si... Même vous de ce que vous m'avez dit, vous en avez été victime durant quelques... J'ai pas été victime, j'étais curieux. Vous avez été curieux et vous avez vu que... J'ai pas été victime puisque je m'en suis débarrassé. Mais justement, il y a beaucoup de jeunes qui Par contre, je suis victime d'une addiction au chocolat et je suis pas prêt de m'en débarrasser. Elle est moins chronophage, je pense, que mais pas forcément. celle aux réseaux sociaux. Quel conseil maintenant, plutôt général, je sais que vous n'aimez pas faire des généralités, mais quel conseil donneriez-vous à la jeunesse maintenant? La jeunesse. La jeunesse. Vous, à vous personnellement peut-être, ou il faudrait que je vous connaisse un peu mieux, mais je vous dirais que le principal conseil que je donnerais, c'est la ténacité et la curiosité. Cherchez un domaine où vous allez avoir une passion. Il y a forcément un domaine où vous allez découvrir une passion et vous allez réussir. Mais sachant qu'au départ, c'est pas évident. Prenez là. Pourquoi je suis à Grenoble? Je suis à Grenoble parce que je vais diriger un concert. Pourquoi je vais diriger un concert? Parce que c'est quelque chose pour lequel je suis pas doué du tout. Ah bon? Je suis très maladroit. J'ai pas l'oreille absolue. Et il y a longtemps, je me suis dit, s'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, c'est ça, je vais essayer. Me montrer à moi-même que je suis capable d'y arriver. Voilà. Donc, il faut prendre appui sur ses propres faiblesses pour essayer de les dépasser. Et je vous assure, on en tire un très grand plaisir. Et vous, que vouliez-vous faire lorsque vous aviez 15 ans, c'est-à-dire notre âge? Quand j'avais 15 ans, je ne savais pas encore très bien, mais quand j'avais 17 ans, je savais ce que je voulais faire. Quand j'avais 15 ans, j'étais plutôt bon élève, mais pas plus que ça. J'espérais devenir un très bon élève, ce que je suis devenu après, en travaillant beaucoup. Mais je n'étais pas sûr d'y parvenir. Et donc, tout se jouait là. Je faisais beaucoup de musique. Et mon rêve était déjà d'être un écrivain. Vous voyez, c'est très ancien. D'accord.
D'où vous vient cet intérêt si grand que vous portez pour le futur? Je pense que ça vient de traditions familiales. Quand j'étais petit, mon père, nous habitions en Algérie, qui était alors la France, et mon père, dès le début de la révolution algérienne, pensait qu'il fallait qu'on parte. Qu'il était bien que l'Algérie devienne indépendante, mais que nous n'y avons pas notre place. Et j'ai toujours été extrêmement marqué par cette capacité d'anticipation. Il avait raison. Nous sommes partis parmi les premiers dès le début de la révolution algérienne. Et cette capacité d'analyser qui m'a permis de faire des très bonnes études dans un très bon lycée à Paris, sans souffrir du traumatisme dont ont souffert les rapatriés d'Algérie, m'a vraiment conduit à penser que prévoir l'avenir était la clé de tout. Et d'ailleurs aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui prévoient l'avenir depuis l'Antiquité sont les maîtres du monde. Ça a été successivement les prêtres, les généraux, les financiers. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui est pas du tout une intelligence ni artificielle, c'est une méthode automatique de prévision. Et donc, ceux qui sont capables de prévoir ont un pouvoir sur les autres très utile. Et en même temps, eh bien, on est responsable du monde qu'on va laisser aux générations futures. Donc, prévoir l'avenir, c'est une condition pour agir d'une façon éthique. Et justement, dans beaucoup de livres, vous parlez du futur. D'ailleurs, vous en avez écrit 87. Vous avez une si grande bibliographie, mais êtes-vous satisfait de chaque livre que vous avez écrit? Il y en a qui me sont plus chers que d'autres. Mais si vous me demandez est-ce qu'il y en a un que je souhaiterais ne pas avoir écrit, non. Aucun. Mais il y en a un que je préfère à d'autres. Et quel est celui que vous préférez? Encore pas un seul. Ah, lesquels dans ce cas-là? Mon premier roman qui s'appelle La vie éternelle, c'est un livre qui m'est très cher. Mon essai sur l'avenir de la musique, Bruit. Le plus récent roman qui m'est très, très cher aussi. Voilà. Mais je dirais que mon livre préféré, c'est celui que je suis en train d'écrire. Ah. Vous pouvez pas nous en dire non, plus, j'imagine. C'est toujours celui que je suis en train d'écrire. Ah, toujours celui que vous êtes en train d'écrire. Et justement, avec votre emploi du temps chargé, vous aviez confié en 1998 à Thierry Ardisson que vous écriviez tous les jours de 4h à 8h du matin. Est-ce que c'est toujours le cas? J'écris tout le temps. J'écris parfois le matin, en effet, parfois le soir, mais il n'y a pas un jour où je ne consacre pas 3 heures à écrire. Ah oui. Voilà. Une question un peu plus philosophique maintenant. Vous parlez souvent de l'avenir, de la vie, de la mort. Si on vous en offrait la possibilité, souhaiteriez-vous devenir immortel? Non. Non, d'abord parce que on ne peut pas avoir ce souhait pour soi sans l'avoir pour les autres. Or, une planète où tout le monde serait immortel serait invivable. Vous imaginez, on serait combien sur la planète? Ou alors il n'y aurait plus de naissance, donc on serait entre nous tout le temps, ce serait l'enfer. Donc ça n'a pas de sens. D'accord. Vous avez écrit beaucoup de biographies, mais est-ce que vous souhaiteriez écrire la vôtre? Je ne l'ai pas fait. Il y a plusieurs de mes livres qui parlent de certaines parties de ma vie, mais je n'ai pas écrit ma biographie. Donc peut-être quelqu'un le fera un jour. Quelle est la personne qui vous inspire le plus? Là encore, même réponse. Il y en a beaucoup, pas un seul. Et on ne doit pas vous poser souvent cette question, du moins pas à ma connaissance, mais quel est votre plus grand rêve, monsieur Attali? C'est toujours été le même, essayer d'être utile et de rendre le maximum de gens heureux. Voilà. Merci beaucoup, je suis ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup.